Je ne comprends absolument pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi je suis puni. Et je ne comprends surtout pas pourquoi est-ce qu'on ne met pas en prison. On va vite me faire comprendre que les services psychosociaux ne sont pas là pour, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le personnel. Et donc ils n'ont pas de solution, si ce n'est je mords sur ma chic et j'attends que ma peine se finisse, quoi. Et ce ne sera pas ma seule peine de prison, non. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. C'est le témoignage de Bruno que je vous ai proposé pour ouvrir cette émission, ce soir consacrée aux enjeux de santé en prison. Chris Meurant, directeur du pôle psychosocial de l'ASBL Transit, est avec moi ce soir. Alors en quelques mots, Transit, c'est un centre d'accueil d'urgence pour personnes dépendantes aux drogues. Chris, avant de présenter les autres invités, je voudrais commencer avec vous, en revenant sur cette courte interview de Bruno, enregistrée en 2018, il y a 3 ans, et tous les deux, nous l'avons bien connu en fait, et vous plus encore que moi d'ailleurs, je pense. Oui Pierre, c'est pas sans émotion que j'entends Bruno avec un témoignage très, très réel, très vrai, assez représentatif de ce qu'il était. Et c'est pas sans émotion parce qu'en fait, on a malheureusement appris son décès cet été. Ça a été une onde de choc auprès de nous, auprès des collègues, auprès d'un ensemble de partenaires du secteur. Et avec lui, c'est vraiment la faillite d'un système qu'on a malheureusement pu constater. Son témoignage mettait en avant qu'il attendait sa peine pour finalement revivre. C'est un petit peu le scénario qu'on rencontre fréquemment. Les services psychosociaux essayent, pendant les peines de prison, de faire un maximum. Le réel travail commence après. Et c'est vraiment pour des personnes qui sortent de prison, qui n'ont pas un pied à terre. C'est le grand retour à la rue, ce qui a été son cas. Donc voilà, Bruno, ça a été quelqu'un qui a mis énormément d'énergie à établir une série de trajets de soins, dont il a pu en réussir certains avec beaucoup de succès. Et puis il y a un ensemble de choses à de nouveau parasiter certains éléments. Et oui, c'est vraiment quelqu'un qui symbolise aussi cette criminalisation des drogues, quelqu'un qui a passé énormément d'années de prison pour des questions liées à ses usages de différents produits. Et donc c'est avec beaucoup d'émotions que je réentends sa voix et son discours. Chris, est-ce que c'est un échec? Et si c'est un échec de quoi en fin de compte? Oui, c'est vraiment l'échec la faillite d'un système. C'est quelqu'un qui malgré beaucoup d'efforts, tant les siens que celles des différents services qui ont pu à un moment donné essayer de l'aider à mettre le pied à l'étrier, qui malgré beaucoup de tentatives, est retourné, c'est pas à ses démons, mais à une série de difficultés. Et finalement, c'est la rue qui aura eu le dernier mot. La guerre à la drogue, et on ne cesse de le répéter, ne fonctionne pas. Et ici, on a l'illustration de quelqu'un qui, malheureusement, est dans les dommages collatéraux de ces stratégies d'intervention contre lesquelles on se bat et pour lesquelles il y a tellement d'autres moyens de recherche de solutions. Alors également avec nous ce soir, Vinciane Salier. Bonsoir. Vous êtes la directrice de l'ASBL iCare, ASBL qui sensibilise les détenus à la réduction des risques. Et en duplex depuis Montpellier, Fadi Meroué, vous êtes directeur de l'unité sanitaire de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones. J'espère que je prononce bien. Bonsoir docteur. Allô, oui, bonsoir, je vous entends. Fadi, je vais peut-être commencer avec vous. Le docteur que vous êtes, qu'en avez-vous pensé de cette introduction? Les quelques mots de Bruno qui nous a quittés cet été, sans doute décédé d'une overdose dans un squat du côté de Verviers. On pensait, on réfléchissait à l'échec que ça pouvait représenter d'un système. Qu'en pensez-vous? Oui, enfin moi je dirais d'abord l'échec, c'est l'échec de la société en général. La prison n'est que le reflet de la société et de la société qu'on veut. Quand on regarde un petit peu les prisons du nord de l'Europe et les prisons du sud de l'Europe, on voit cette différence sur le choix de la société. Chez nous, toute personne qui commet un délit doit aller en prison, voilà. Et pour la société, une fois qu'il rentre en prison, on a l'impression qu'il doit ressortir propre. Voilà. Comme une machine à laver, et puis il rentre dedans et on ressort propre. Donc on ne veut pas reconnaître que ce sont des personnes qui, déjà à l'extérieur, cumulent un petit peu les vulnérabilités, et que la prison va être encore des vulnérabilités qui se rajoutent à leur précarité. Et ça fait voilà ce qu'on a. Donc le choix de la prison aujourd'hui, c'est simplement qu'on veut mettre en prison ce qu'on ne veut pas voir à l'extérieur.
Ce qu'on ne veut pas voir à l'extérieur, c'est un peu toutes ces personnes qui, soit usagères de drogue, soit qui ont commis des délits, et quand on les met ensemble, ils continuent la même chose à l'intérieur. Voilà. Donc avant tout, c'est ça que je veux mettre en avant, c'est quelle société on veut, et c'est Victor Hugo qui disait que si on construisait plus d'écoles, il y aura peut-être moins de prisons aujourd'hui. Alors Vinciane Sallier, vous aussi, vous connaissez bien la prison de l'intérieur. Vous partagez cet avis du docteur Merouet? Oui, tout à fait. Je crois que cette question aussi de sortir propre, de se donner l'illusion que la prison va être un temps de reconstruction et puis de réinsertion, c'est tout le contraire aujourd'hui. Alors il y a des exceptions évidemment, des personnes qui rentrent en prison et qui se retrouvent à pouvoir manger 3 repas par jour, à être soignées et tout. Et je pense qu'il faut aussi tenir compte de ça. Ça arrive dans certains cas que la prison est parfois mieux que ce qui vivent à l'extérieur. Et de nouveau, c'est un échec de la société en général. Mais pour la plupart, comme dit le docteur Merouet, c'est un renforcement des vulnérabilités à tout niveau. Ça touche à l'isolement, à la perte des contacts familiaux, de logement, de travail, et surtout une perte de considération. Être détenu, c'est quand même être un moins que rien. Voilà, on ne va pas forcément considérer la parole d'un détenu, parce que forcément un détenu, et surtout s'il est consommateur de drogue, va être quelqu'un qui va être considéré comme un menteur, quelqu'un qu'il ne faut pas écouter, spécifiquement. Alors pour continuer sur cette question du droit à la santé en prison, je vous propose d'écouter Lise Meunier. Alors elle est également médecin, membre du réseau Hépatite C. Vous allez l'entendre à travers le cas de l'hépatite C, c'est tout l'enjeu d'un droit fondamental qui se révèle. On l'écoute. L'hépatite C concerne des publics particuliers, essentiellement usagers de drogue, les personnes donc en milieu carcéral, qui sont particulièrement à risque, beaucoup plus à risque que la population générale, d'avoir rencontré cette maladie. Aujourd'hui, on peut dépister facilement, traiter et guérir cette maladie avec des traitements très efficaces en 2-3 mois. Quand on travaille dans le secteur des assuétudes, on le sait bien qu'on a plein de difficultés pour faire rentrer nos patients dans le système de soins qui existe. D'où le concept du secteur associatif d'accueil inconditionnel et d'accueil bas seuil d'accès pour essayer de réaffilier ces patients-là dans le système de soins. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de patients donc, usagers de drogue et de patients incarcérés qui ne sont pas dépistés et qui ne sont pas traités de cette maladie, avec un risque d'évoluer vers la cirrhose du foie et des complications graves. Donc bien sûr, ça pose problème au niveau médical, au niveau humain, au niveau droit humain, puisque finalement, on n'a pas le même accès aux soins si on est un citoyen lambda ou un citoyen avec des facteurs de vulnérabilité sociale. Alors, le problème majeur, évidemment, c'est que ces traitements contre l'hépatite C sont excellents. On a atteint l'idéal des traitements avec un problème majeur qui est la question des prix imposés par l'industrie pharmaceutique de ces médicaments. On parle de traitements qui coûtent entre 20 000 euros et 30 000 euros par patient. Donc c'est énorme, c'est indécent. Et donc là-dessus, il y a une vraie responsabilité du pharmaceutique dans cette inégalité d'accès aux soins. Et là où évidemment ça a un impact, cette question des prix, c'est que du fait de cette stigmatisation sur ce public particulier, le discours, me semble-t-il, sous-jacent, latent, c'est on va quand même pas aller dépenser du pognon pour des gens qui se sont contaminés et qui l'ont bien cherché. Fadi Merouet, je me tourne vers vous, vous qui œuvrez en prison. Que pensez-vous de cette interview de Lise Meunier ? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en prison, on peut avoir des moyens, mais on ne peut pas obliger une personne à se faire dépister. Il n'y a pas de soins contraints en prison. Chaque fois qu'on doit mener un acte ou faire un acte médical ou paramédical, il faut avoir le consentement du patient et l'acceptation du patient. Donc, il est vrai qu'on doit dépister. On dépiste souvent mieux en prison qu'à l'extérieur, parce que ce sont des personnes qui parfois vont être en contact avec un monde médical à l'intérieur de la prison qu'ils n'ont pas parfois à l'extérieur, vu leur précarité, vu leur marginalité. Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est sûr qu'il faut dépister. Après, il peut y avoir des différences entre les pays. En France, aujourd'hui, on a les moyens de traiter les hépatites en milieu carcéral, chez l'usager de drogue. Il n'y a aucune limitation dans
dans le traitement, je vais dire, même si toutes les prisons ne s'y mettent pas vraiment comme il faut. À Villeneuve-les-Maguelones, comme on l'avait cité tout à l'heure, par exemple, on est une des premières prisons sans hépatite. On a pu dépister la majorité des personnes et traiter tout le monde au fur et à mesure. Donc c'est quelque chose de possible. Et juste pour rappeler que l'OMS a décrété 2030 comme étant la fin de la pandémie, la fin de l'hépatite C. Et donc si on veut éliminer l'hépatite C de la planète, il va falloir traiter tout le monde, qu'il soit en prison, qu'il soit dans la rue, qu'il soit en Afrique, en Asie, dans tous les pays. Donc c'est vrai qu'on a un traitement aujourd'hui efficace, on est quasiment pas loin de 100% de guérison de ce traitement. Un traitement une guérison qui se fait en 2-3 mois, comme on dit Elise, en 2-3 mois, ça n'existe pas. Quand on prend le VIH, on traite les gens, on doit soigner les gens pendant 25 ou 30 ans, on voit bien les sommes dépensées ou dans d'autres pathologies. Donc en 2 mois, 3 mois, guérir quelqu'un d'hépatite C, c'est une opportunité pour tous les pays, la Belgique, la France, la Hollande. Si on veut arriver vers cette élimination-là, il va falloir s'y mettre maintenant. S'y mettre sérieusement et sans doute changer un peu notre façon de voir tous ces détenus. Vinciane, je sens que je vous vois presque trépigner sur votre siège. Une réaction? Oui, parce que quand j'entends Lise Meunier, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a une question de considération, de responsabilisation des personnes. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus factuel aussi, c'est la question de l'origine des aspects financiers, puisqu'on fonctionne en milieu carcéral belge sur une enveloppe fermée, avec des soins de santé qui dépendent toujours de la justice. Et donc, qui dit enveloppe fermée, dit limitation des dépenses. Et c'est ça qui pose problème avant tout, je pense, avant cette question de la considération des gens, c'est de se dire, si on ne dépiste pas, on ne doit pas traiter. Si on ne traite pas, on fait des économies. Et donc, ce volet-là est extrêmement important parce que tant que ce n'est pas la sécurité sociale qui fonctionne comme pour tout un chacun, qui peut aussi se charger justement de ces traitements, alors cher ou pas cher, c'est vrai que c'est une autre question, mais cette enveloppe fermée fait qu'une politique de l'autruche est mise en place. Et donc, c'est vrai, je suis d'accord avec Fadi Merou aussi sur le fait qu'on ne peut pas obliger les gens. Mais par contre, on peut leur proposer systématiquement le fait d'être dépistés et ce, de manière régulière. Si on ne leur propose même pas, on ne va pas forcément pousser au dépistage et le dépistage n'amènera pas vers le traitement. C'est le cas aujourd'hui, Chris Meurant, on constate qu'on a une frilosité à comment est-ce que je dirais, à accentuer ce trajet de soins envers cette population, vis-à-vis de cette population? Oui, vraiment, et je rejoins parfaitement les témoignages précédents, et enfin j'irai même plus loin parce que ça converge à ce niveau-là, c'est absolument sortir de la morale pour plus de pragmatisme et à entendre le docteur Fadi Meroué et les résultats impressionnants réalisés autour des questions hépatiques dans l'établissement pénitentiaire où il exerce. Voilà, ça c'est du pragmatisme. C'est quelque chose qui répond aux enjeux de santé publique, qui rejoint les recommandations de l'OMS. Mais oui, effectivement, sur le terrain, c'est ce qu'on déplore tous, malgré le fait qu'on œuvre à des changements, c'est que ces trajets de soins sont entachés d'abord de la morale et de toute une série d'embûches à la base déjà depuis la prison et pour les usagers de drogue en société civile, malheureusement bien souvent encore après. Élise Meunier était assez claire à ce sujet. Certains de ces patients ne sont tout simplement pas soignés. Ça doit vous faire bondir, j'imagine, docteur Fadi Meroué, que certains des patients de Lise Meunier ne sont tout simplement pas soignés pour des raisons variées et diverses, évidemment. Pas seulement une et pas simplement en raison de notre regard moral, on va dire. Bien sûr. Enfin, pour moi, c'est d'une évidence. Je me bats depuis quelques années. Vincent le sait, Chris le sait. Depuis des années, je me bats pour que dans toutes les prisons, pas seulement en France, mais aussi bien en Europe que dans le monde, toutes les personnes, pour moi c'est une question de personnes, doivent être soignées et traitées. Cette personne qui aujourd'hui est en prison, si elle n'est pas soignée, si elle n'est pas guérie, quand elle va sortir, elle est aussi facteur de contamination pour la société. Donc la société doit comprendre aussi que si on laisse rentrer les gens avec un facteur de précarité et des risques de contamination à l'intérieur, on augmente les contaminations à l'intérieur de la prison et ensuite on peut essaimer à l'extérieur. Donc il y a aussi cette responsabilité de tout gouvernement de se dire si je ne fais rien, je contamine aussi la population. Donc c'est aussi une grande responsabilité de tout gouvernement. Après je rejoins tout à fait que le dépistage est important. Nous on avoisine aujourd'hui presque 80% des personnes détenues qui connaissent leur sérologie.
On se bat pour dépister, ça c'est vraiment le nerf de la guerre, mais à condition aussi, lorsqu'on dépiste, c'est de donner un traitement derrière. Et c'est un peu là la question qui va se poser chez vous en Belgique. Si vous dépistez beaucoup, vous allez trouver beaucoup d'hépatites et beaucoup d'autres pathologies. Et si on ne donne pas de traitement derrière, c'est un peu aussi un échec, je dirais, de la médecine et de la société. Alors essayons d'apprendre justement des succès. Vous en avez un à votre palmarès de succès, puisque prison sans hépatite. Si on revient sur votre trajet personnel, Dr Merouet, quel a été finalement le principal obstacle durant toutes ces années où vous êtes arrivé finalement à cet objectif? Il n'est pas arrivé du jour au lendemain. Alors c'était quoi l'obstacle principal, si on revient dans vos vieux souvenirs peut-être? Les obstacles, il y en a beaucoup. Hein. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Donc soit vous arrivez et puis vous avez tellement d'obstacles que vous restez assis en disant non, c'est trop difficile, soit vous en éliminez un par un. À un moment donné, en tant que médecin, j'ai réagi simplement en tant que médecin. Voilà. Pour moi, il fallait prendre soin des personnes détenues autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et j'ai essayé de prendre en charge sans tenir compte des barreaux et des murs. C'est un peu ça. Et j'ai dû aller parfois trop loin dans ma prise en charge. Ça a heurté beaucoup de personnes ici. Notamment, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais faire un traitement d'hépatite C pour moi, par exemple, sans faire un échange de seringues en prison, c'était pas la peine. On sait que les contaminants, on peut guérir de l'hépatite C, mais on peut recontaminer de l'hépatite C. Hein, c'est des choses qu'il faut savoir. Guérir de l'hépatite, c'est une chose, mais la recontamination existe toujours. Et donc, traiter une personne et la laisser ensuite s'injecter et à nouveau attraper, à nouveau se contaminer, c'est aussi une perte d'argent. On parlait d'une somme importante à traiter. Il suffit de donner quelques aiguilles, quelques seringues pour ne pas avoir besoin de retraiter ces personnes. Donc vous voyez, le chemin est très très long en prison, mais je pense que j'ai avancé en me disant, voilà, je suis médecin, qu'est-ce que j'aurais fait à l'extérieur? J'ai des faits à l'intérieur, ça a fait des grincements dedans, mais pour l'instant, j'arrive à avancer à mon rythme, et voilà. Je pense que c'est une question de volonté vraiment d'avoir confiance en soi et d'avancer dans l'éthique, je dirais. On a parlé de morale tout à l'heure, mais moi, c'est au-delà de la morale, c'est l'éthique. Je suis pas là pour juger ces personnes ou savoir ce qu'elles ont fait, si c'est bien ou pas bien. C'est pas de mon ressort du tout. Par contre, il est de mon devoir de prendre soin, et donc c'est ce que je fais au maximum et au mieux de ce que je peux, et même au-delà de ce qu'on me permet de faire. Voilà. Mais je reste toujours dans cette déontologie, dans cette éthique de la prise en soin de la personne. Du coup, je vais vous le poser de façon très provocatrice. Faut-il aider le détenu consommateur de drogue à s'injecter avec des seringues propres? Évidemment oui, mais c'est pas si simple finalement comme réponse. Mais moi j'ai envie de dire, s'il n'y a pas de seringue en prison, il n'y aurait pas d'échange de seringues. Voilà. Déjà on parle de la réduction des risques, c'est quoi? La réduction des risques, c'est faire en sorte qu'il n'y ait aucune prise de risque de la personne sur ce qu'elle fait. La prise de risque, on parle de réduction des risques, mais elle n'existe pas uniquement en prison, elle existe partout. Hein. Vous êtes dans un studio, on vous dit attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça, si vous faites ci, vous faites ça. Voilà. C'est une position de prise de risque. Dans le bâtiment, on fait la réduction des risques. En médecine en général, en cardiologie, en pneumologie, on a l'habitude de faire aussi de la réduction des risques quand quelqu'un est diabétique ou autre chose. Et bien dans l'addiction, c'est pareil. Celui qui n'a pas touché la drogue, tant mieux. Celui qui la touche, autant qu'il la fume ou qu'il la sniffe. Et maintenant, s'il l'injecte, autant la faire proprement. C'est ça l'accompagnement dans la réduction des risques. Donc moi, si j'échange de seringue, c'est uniquement parce que la seringue que je vois est sale et qu'elle peut contaminer d'autres. Mais le jour où il n'y aura plus de seringue qui se baladerait en prison, il n'y aurait plus d'échange de seringue en fait. C'est ça qu'il faut dire. Donc la question n'est pas de ma morale à moi, à savoir si c'est bien ou pas bien, si c'est bon ou pas bon. C'est simplement, en médecine, comme dans toute chose, quand on fait un parage d'une plaie, on nettoie la plaie, on fait un pansement propre. Voilà. Quand on donne des médicaments, on essaie de donner le meilleur médicament pour le meilleur soin de la personne. Et bien, pour une personne qui s'injecte, autant qu'elle ait une seringue propre ou d'avoir une seringue sale qui va aussi contaminer d'autres personnes. Voilà. Alors c'est presque évident ce que vous nous dites là, Dr Merouet, Vinciane Salier. Est-ce que sur le terrain, c'est aussi facile que ça et aussi évident que ça à mettre en place la réduction des risques dans nos prisons belges? Alors, pas du tout, mais bon, c'est le même chemin qui a pu se faire dans d'autres
pays, je pense, avant. Déjà, il s'agit de leur donner accès à des traitements de substitution quand ils consomment de l'héroïne ou d'autres produits dérivés. Et déjà ça, le chemin a été très très long. Et en fait, le problème chez nous, c'est que c'est souvent dépendant de volonté individuelle. Si les directives étaient peut-être plus claires, avec une politique en matière de santé carcérale plus claire, les choses seraient déjà plus simples. Je vous donne des exemples. Dans la prison de Lantin, il y a, je dirais, une dizaine d'années, je n'ai pas la date exacte, on avait à un moment 2 ou 3 détenus sous traitement de substitution sur une prison donc, qui fait de 900 à 1000 détenus. Changement de médecin, un nouveau arrive et voilà, de mois en mois, parce que d'abord il y a eu beaucoup de difficultés évidemment à accepter qu'il y ait une consultation spécifique d'addictologie, donc les agents pénitentiaires n'amenaient personne, enfin c'était très compliqué. Mais donc si on regarde, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais le nombre de personnes sous traitement de substitution 5 ans plus tard, ça a tout changé. Et c'est pas une question d'avoir plus de consommateurs, ils étaient déjà là évidemment. C'est juste une question d'y faire attention, de prendre en compte cette problématique et de leur donner accès à un traitement. Donc on est là juste sur le traitement de substitution qui sont quand même là en Belgique depuis pas mal d'années. Après, quand on commence à parler réduction des risques, alors tant qu'on donne des petites brochures, enfin des choses, voilà, des petites informations de toutes sortes, ça passe tout seul. Mais dès qu'on touche à la question du matériel, évidemment, on se retrouve devant des hauts murs, hein, c'est le cas de le dire, parce que ça vient toucher à cette question de est-ce qu'en donnant du matériel de réduction des risques, on n'est pas occupé à à inciter à la consommation. Et là, je pense qu'on voit vraiment quelque chose de l'ordre d'un retard, je vais dire, entre ce qui se fait à l'extérieur et la prison, même au niveau des visions, de la manière d'aborder ces questions d'usage de drogue. Il y a des jours où on se dit, mais en fait, on est 20 ans, 30 ans en arrière ici dans la manière d'aborder. Mais ça touche aussi la question de est-ce que la prison est un lieu pour arrêter de consommer ? Et on a eu des réflexions de directeurs, parce qu'on a un projet donc, spécifique d'accompagnement des usagers de drogue. Et j'ai entendu des professionnels qui pouvaient dire « Ah, c'est bien, c'est un bon endroit pour arrêter de consommer ». Est-ce que la prison est un cadre, un contexte qui permet ça ? Quand on voit évidemment le renforcement, on disait, des vulnérabilités, l'anxiété que ça peut procurer de se faire incarcérer, la concentration du nombre de personnes qui consomment et autres, est-ce que c'est vraiment le lieu pour arrêter de consommer ? Et donc là-dessus, on a vraiment une question déjà de départ. Alors, si déjà c'est envisagé de cette façon-là, comment est-ce qu'on arrive à l'idée très pragmatique de limiter les risques par du matériel de consommation ? Voilà, et au contexte prison, il y a un contexte supplémentaire qui s'est invité dans votre travail à tous les deux, c'est l'enfermement dans l'enfermement, si je peux dire ça comme ça, c'est le fameux confinement, 18 mois. Ça a vraiment énormément perturbé votre travail de réduction des risques, et particulièrement chez vous, à l'ESBL Transit, Chris Meurant. Oui, enfin, le confinement, comme partout, a amené son lot de désagréments, voire son long lot de désagréments, de la partie à inventer les protocoles d'intervention liés au Covid, à toute une série de structurations liées à l'accueil des personnes, qu'on a d'ailleurs continué à faire sans interruption. Ça a vraiment été un moment, plein de moments intenses. Et sur la question spécifique de l'accueil des sortants de prison, ce qu'on fait habituellement depuis des années, qu'on continue à faire, ça a vraiment été particulier. Il y avait ceux qui ne sortaient pas, ceux pour qui la sortie a été précipitée parce qu'ils rentraient dans des critères sur des longs congés ou des libérations anticipées. Donc à la limite, tant mieux, ils sortent, mais sans aucune préparation. Donc la préparation qui a déjà rarement lieu en amont, habituellement sans Covid, ici c'est précipité pour un certain nombre de personnes. Alors celles qui avaient un pied-à-terre, un filet social ou familial, tant mieux. C'est absolument pas le public avec lequel on travaille. Et donc du coup, il y a eu vraiment des rendez-vous ratés et qu'on a pu essayer de rattraper par moments, mais qui malheureusement n'étaient pas toujours suffisants. Il y a des personnes aussi qui étaient en congé pénitentiaire, et ça heureusement, et qui avaient peur de retourner en prison. Peur pour elles, peur d'infecter les co-détenus, et qui de toute façon, si elles réintégraient la prison, à ce moment-là, étaient mises un certain temps à l'isolement. Et donc on avait des personnes qui ne désiraient plus réintégrer la prison. Ça a été vraiment comme ça un enchevêtrement de situations très très particulières dans un contexte assez spécifique qu'on a connu, mais qui n'était pas sans difficulté. Je voudrais juste réagir à ce qui avait été dit juste avant sur la question des murs de la prison qui empêchent les stratégies de RDR qui fonctionnent tellement bien depuis 30 ans en société civile. Je tiens juste à rappeler que des stratégies d'offres combinées en matière de soins incluent le traitement, l'hépatite C, le dépistage et la réduction des risques. Quand on s'adresse de cette manière-là avec un éventail étoffé et complet en termes de stratégie d'intervention, ça marche en société civile. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas en prison.
Il nous suffirait simplement de laisser rentrer les professionnels actifs autour de ces questions-là et faire leur travail. Voilà, évidemment, beaucoup de choses à dire. On arrive déjà dans la dernière partie de cette émission. Docteur Merouet, moi, je voudrais vous entendre sur ces 18 mois de confinement. Comment ça s'est passé chez vous en France et dans votre hôpital? Parce qu'en fin de compte, c'est un peu un hôpital dans la prison que vous dirigez. Oui, alors, le confinement était, je pense, comme partout, au moins la première vague a été, je pense, une sidération pour tout le monde. Ce qui est décrit, ça a été un peu la vérité chez nous. Des sorties anticipées. Déjà, la préparation à la sortie de prison est très problématique partout. Quand vous rentrez déjà avec une précarité, que vous avez augmenté la précarité en prison, quand vous sortez, vous êtes encore plus précaire que lorsque vous êtes rentré. Donc, en temps normal, on a déjà du mal à trouver un hébergement et une prise en charge de ces personnes, surtout quand elles sont sans papier. Avec le confinement, ça a été pire parce qu'ils sont sortis, ils ne savaient pas où aller. Alors là, c'était encore une double peine pour eux parce qu'ils sortis de prison, quand il y avait un confinement total partout, ils sont résidés dans la rue, on les arrêtait à nouveau et ils pouvaient réintégrer la prison. Donc c'est vrai que ça a été fait un peu à la va-vite, dans la première vague. Et ensuite, dans les vagues suivantes, les gens se sont habitués. On a rattrapé un petit peu les sorties. Hein. On est passé de 70 000 détenus au début de la pandémie à 58 000, 55 000 à la fin du mois de mai, donc à la première vague. Donc c'est la première fois qu'en France on est arrivé à un taux de 100% dans les prisons. C'était jamais arrivé depuis la création des prisons. Mais très rapidement, au bout de 5-6 mois, on a rattrapé le temps perdu, si je veux dire. À l'intérieur de la prison, on a dû gérer la réduction des risques, nous, comme on a fait d'habitude, mais il est vrai que l'approvisionnement ayant baissé, on a vu une augmentation de certains produits par rapport à la baisse des autres produits. Donc il y a une adaptation de la société en milieu carcéral comme l'adaptation de la société en général. Je pense que c'est ça qui est important. Ce qui aujourd'hui gêne beaucoup de choses en prison, c'est d'une part la peur. On a peur de ces personnes, ça il faut le dire. En même temps, ils sont stigmatisés. Et c'est ce qui empêche aujourd'hui toute action à l'intérieur. Par rapport à la réduction des risques ou par rapport aux soins tout simplement. Le jour où on les stigmatisera moins ces personnes parce que à l'extérieur il y a aussi des personnes ayant des problèmes d'addiction, mais pas qu'à l'intérieur, et qu'on ait moins peur de ces gens-là, de ces personnes, peut-être qu'on pourra mieux soigner ces personnes. Voilà, et pour terminer, je laisse la parole à Chris Morand sur un aspect particulier dont Dr Merouet a parlé, c'est cette expérience presque unique en Europe où on a libéré des détenus. C'est aussi une solution trop peu envisagée, des libérations sous conditions, peines alternatives, c'est vraiment une voie à suivre. Oui, je pense que pareil qu'en France, on a connu pour une rare occasion une baisse significative en termes du nombre de personnes incarcérées dans les prisons belges, sans, mais je ne l'ai pas entendu, une hausse significative de crimes supplémentaires. Donc l'incarcération à tour de bras, on a clairement pu objectiver ses limites et on a un constat récent qui permet d'établir que moins incarcéré ne rend pas une société plus dangereuse. C'est vraiment ça, Vinciane, le mot de la fin, de pouvoir finalement faire de la réduction des risques, mais hors des murs de la prison. Oui, bien sûr, et de tenir compte de la santé des détenus de manière générale et de se dire que la prison, c'est peut-être pas un lieu de soins parce que c'est pas son objectif, mais en tout cas, c'est un lieu où on devrait soigner. Et en Belgique, aujourd'hui, c'est un lieu où on soigne de manière très limitée, on peut le dire comme ça, et qu'aujourd'hui, les questions de Covid, justement, nous montrent que, de nouveau, le public n'a pas été prioritaire alors que c'est un public confiné et n'a pas été vacciné comme tout public qui se retrouvait enfermé dans un lieu avec tous les risques et les conséquences de cet enfermement. Merci infiniment à vous trois pour votre participation et surtout vos éclairages. Et merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis. Pour continuer la réflexion, ne manquez pas les Journées nationales qui démarrent le 19 novembre prochain. Une belle occasion pour poursuivre la réflexion. Belle soirée à toutes et tous. Merci, bonne soirée.